C'est quoi le bon usage en communication? Madame, Monsieur, bonjour. Je suis Thomas Dakantavi-Kumabok, enseignant traducteur et auteur de l'ouvrage De la sémantique à la traduction. Pour comprendre la notion de bon usage, il faut faire un peu appel à une notion similaire, à savoir le bel usage. À quoi renvoie le bel usage? Le bel usage renvoie à l'expressivité, aux tournures topologiques, aux tournures, au langage idiomatique, au langage métaphorique. C'est ça le bel usage. Mais l'objet de cette vidéo ne porte pas sur le bel usage. Nous nous intéressons surtout au bon usage. Alors, le bon usage, quant à lui, c'est l'usage socialement normé. Quand nous disons socialement normé, ça veut dire que la langue, qui est d'abord un levier culturel, a des particularismes. Et ces particularismes ou spécificités sont validés par la culture, sont validés par la société, sont validés par le groupe, c'est-à-dire la communauté linguistique, ce qu'on appelle en anglais speech community, la communauté linguistique au sein de laquelle cette langue est parlée. Alors, l'usage, le bon usage est donc cet usage-là qui est socialement normé, qui est socialement validé, qui est socialement accepté et qui, en tout état de cause, est théoriquement validé par la grammaire de cette langue, parce que toute langue se définit par sa grammaire. Voilà pourquoi on parlera de grammaire normative, c'est-à-dire la grammaire des normes. Alors, le bon usage est donc cet usage qui est accepté en société. C'est cet usage normé, socialement adopté. En quoi l'usage normé, en quoi le bon usage est nécessaire dans la communication? Le bon usage est nécessaire parce que dans un contexte de multilinguisme ou de bilinguisme, le bon usage est menacé. Il est menacé parce que il y a dans un premier temps un phénomène, ce que les linguistes appellent le substrat linguistique. Alors, le substrat linguistique, c'est quoi? C'est l'influence qu'exerce une langue antérieure sur la nouvelle langue qu'on apprend. Ça veut dire que si je suis né dans un contexte où la première langue est le français, je vais parler français même sans aller à l'école. Et lorsqu'il faudra apprendre le chinois ou l'allemand, le français aura une certaine influence sur mon allemand ou sur mon chinois. C'est une influence à trois niveaux. L'influence du substrat linguistique s'opère à trois niveaux. Au niveau lexical, au niveau morpho-syntaxique et même au niveau de la construction des idées, c'est-à-dire au niveau c'est-à-dire au niveau du déploiement de la pensée. Donc, c'est ces trois niveaux-là qu'il faut retenir. Donc, le substrat linguistique est donc cette incidence que la langue antérieure a sur la nouvelle langue que nous apprenons. Et le deuxième niveau, le deuxième niveau qui est soulevé ici, c'est les interférences. Dans un contexte de multilinguisme ou de bilinguisme, il y a effectivement les interférences. Et ces interférences relèvent toujours de ce que nous appelons substrat linguistique. Les interférences ici, c'est quoi? C'est le fait d'utiliser des termes, des structures, des constructions qui ressemblent à la langue de départ, c'est-à-dire à la première langue qu'on a apprise. C'est-à-dire que nous ne sommes même pas encore au niveau de la traduction, nous parlons tout simplement de deux langues qui coexistent. Donc, il faut retenir fondamentalement que lorsque nous sommes dans un contexte de coexistence linguistique, de multilinguisme ou de bilinguisme, il y a ce problème de substrat linguistique et ce problème d'interférence. Et il faut remarquer que le substrat linguistique, qui est l'influence que la première langue a sur sur la seconde langue, induit également les interférences qui sont lexicales, morphosyntaxiques et sémantiques.
c'est un problème pour la gestion ou la maîtrise de la langue. Voilà pourquoi, à mon sens, à mon humble avis, je ne crois pas je ne crois pas à la perfection en ce qui concerne les langues. Il n'y a pas de bilinguisme parfait. Parce que lorsqu'on parle de bilinguisme parfait, il ne s'agit pas de comprendre que, voilà, parce qu'il parle les deux langues, ça veut dire qu'il connaît ces deux langues. Non. Il peut parler les deux langues. Il peut les parler couramment, le locuteur peut s'exprimer couramment, mais cela ne veut pas dire que le locuteur exprime, c'est-à-dire que cela ne veut pas dire que le locuteur fait bon usage de la langue en question. Il peut s'exprimer couramment alors qu'il est en train de produire ce substrat linguistique, alors qu'il est sous l'effet du substrat linguistique et que il produit des interférences. Mais vous croyez il s'exprime très bien. Donc, il faut faire la différence. Cela étant dit, il faut faire la différence entre parler, c'est-à-dire s'exprimer et pouvoir maîtriser. Parce que lorsqu'on s'exprime, on n'a pas le temps de vérifier, on peut commettre des erreurs, mais lorsqu'il faut rédiger, nous rentrons dans le cadre formel et c'est là où on vérifie si effectivement un locuteur maîtrise la langue. Donc, et ce n'est pas pour rien dans des tests, des organismes qui organisent des tests linguistiques insistent sur l'écoute, la compréhension orale, l'expression écrite, l'expression orale. Parce que vous pouvez bien vous exprimer, mais pour écrit, on se rend compte que ce n'est pas la même chose parce que les règles de l'écrit ne sont pas comme les règles de l'oral. C'est un problème, c'est un problème pour les linguistes, c'est-à-dire le substrat linguistique et les interférences linguistiques. Et comme nous avons dit, le substrat linguistique englobe les interférences parce que le substrat linguistique, il est non seulement lexical, il est aussi morphosyntaxique. Et les interférences, évidemment, sont lexicales et morphosyntaxiques. Pour être un peu plus pratique dans ce que nous sommes en train de démontrer, euh, j'ai lu un post d'une collègue, une Canadienne traductrice. Elle s'appelle Maroussia Beaulieu. Maroussia Beaulieu. Alors, dans son post LinkedIn, Maroussia Beaulieu dit que elle a suivi, elle suivait la Radio-Canada et la présentatrice a prononcé une phrase comme quoi la position du gouvernement est questionnable. Donc, la position du gouvernement est questionnable. Alors, Maroussia Beaulieu, qui est traductrice, s'interroge sur la valabilité de l'adjectif questionnable. Parce que là, c'est un cas de substrat linguistique, ou pour être un peu plus clair, c'est un cas d'interférence lexicale. Parce que questionable, qui est un adjectif anglais, ne veut pas dire questionnable en français. Ce n'est pas ce que ça veut dire. C'est un calque lexical de l'anglais qui est dû à la coexistence de l'anglais et du français au Canada. Parce que lorsque la journaliste dit la position du gouvernement est questionnable, si vous pensez que s'il faut traduire cela, parce que peut-être en anglais on a dit the government position is questionable et que la journaliste, ou alors même si on l'a pas dit en anglais, la journaliste a certainement entendu cette phrase quelque part, ou alors elle se dit que comme elle voit toujours, comme elle connaît, elle sait que questionable existe en anglais, elle s'interroge sur le contexte actuel et utilise donc questionable pour dire questionnable. Alors qu'en réalité, lorsqu'elle dit la position du gouvernement est questionnable, comme nous l'avons dit, c'est un calque lexical qui est inacceptable. La position du gouvernement est questionnable. En réalité, en bon français, il faut dire la position du gouvernement est discutable. C'est d'ailleurs ce que la collègue, c'est-à-dire la traductrice
Marussia Beaulieu a proposé, c'est-à-dire il faut plutôt dire discutable au lieu de questionnable, et que questionable en contexte, selon le contexte, peut signifier contestable si c'est dans un cadre juridique. On peut dire, voilà, on peut dire peut-être la décision de la Cour est contestable. Si c'est dans un contexte qu'on est en train de discuter, on peut dire que votre position, c'est-à-dire votre point de vue est critiquable. C'est quand on dit your point is questionable, c'est-à-dire votre point de vue est critiquable. Ou encore on peut dire incertain, questionable peut aussi signifier incertain. Alors, Marussia Beaulieu a révélé toutes ces significations dans son post LinkedIn qu'elle a publié hier. Donc, il faut comprendre que pour ce cas, avec avec l'adjectif questionable, la traduction, elle est contextuelle. Même si la journaliste n'a pas répété, même si ce n'était pas un cas de traduction, ce qui nous intéresse ici, c'est que la journaliste vit dans un contexte bilingue où elle entend souvent les Anglais utiliser, c'est-à-dire les francophones anglophones utiliser le terme l'adjectif questionable. Et elle se dit que cet adjectif questionable signifie questionnable en français, alors que cela n'a pas de sens. C'est pas ce qu'il faut dire. Et lorsqu'il faut même faire de l'analyse intralinguale, c'est-à-dire de la reformulation intralinguale, voilà pourquoi j'ai toujours insisté sur ma théorie inférentielle. Dans ma théorie inférentielle, j'insiste sur le fait que dans la communication, la traduction est un acte de communication. Et même la communication a pour objectif le transfert des informations. C'est pourquoi lorsque vous lisez les travaux de euh, quelqu'un comme George Lakoff ou s'appelle qui Mark Johnson ou George Lakoff, il vous parle de communication de communication comme substance, c'est-à-dire comme transfert de substance, c'est-à-dire l'information est substance. Donc la communication c'est un acte qui consiste à transférer des informations. Et lorsqu'on transfère des informations, c'est le vouloir dire qui est important. C'est le vouloir dire qui est important. Et quand nous rentrons dans cet exemple avec questionable, ce que la dame voulait dire, c'est effectivement que la position du gouvernement est discutable. Donc, voilà pourquoi, pour tous ceux qui s'intéressent à l'analyse du discours, pour tous ceux qui s'intéressent à la traduction et pour tous les acteurs de la traduction, de l'interprétation, en fait, de l'analyse discursive, il faut comprendre que lorsqu'on analyse un texte du point de vue pragmatique ou du point de vue sémantico-pragmatique, il faut toujours poser la question, qu'est-ce qu'on veut dire? Parce que si vous vous limitez à ce qu'on dit, vous avez plusieurs chances d'être à côté parce que celui qui dit cela n'est pas forcément quelqu'un qui maîtrise la langue. Il peut être sous l'influence du substrat linguistique, il peut produire des interférences et lorsque vous allez vous limiter à ce qui est dit, vous allez reproduire ces interférences et ces interférences n'auront pas de sens. Pour revenir toujours sur la notion d'interférence et de substrat linguistique, nous avons par exemple, on l'entend communément ici au Cameroun, les gens qui vous disent les qui ont provoqué cette situation. Les qui sont arrivés, les qui étaient présents, les qui étaient en retard, les qui, en fait, ils utilisent qui avec un déterminant pluriel. Il faut comprendre que qui est un pronom relatif. Nous avons dit ça dans une de nos courtes vidéos, qui est un pronom relatif. On va dire, par exemple, la femme qui est arrivée est médecin. Femme qui est arrivée est médecin. Qui est arrivée, c'est une subordonnée relative. Alors, qui peut donc être pronom relatif et avoir un antécédent bien défini? Mais lorsqu'on utilise qui pour poser des questions, qui devient un pronom interrogatif et en ce moment-là, on ne peut pas l'utiliser avec un déterminant pluriel. Or, c'est le cas dans les langues africaines. Dans certaines langues africaines comme les Wondo, on va utiliser qui précédé d'un déterminant pluriel en disant les qui, mais cela ne s'applique pas en français. Donc, lorsqu'on parle français et que on est sous l'influence du substrat linguistique,
on se retrouve en train de dire les qui ont fait telle ou telle chose. Alors, cet usage est faux. Voilà pourquoi il faut une fois de plus clarifier le propos. Il est important que les uns et les autres comprennent que la traduction est une discipline, c'est une science, c'est un métier qui donne au traducteur la possibilité d'avoir accès à certaines spécificités linguistiques que les autres locuteurs de la langue n'ont pas. Ce n'est pas parce que vous êtes natif que vous maîtrisez la langue. Ce n'est pas parce que vous êtes professeur agrégé que vous maîtrisez la langue. Vous pouvez être un professeur agrégé en économie ou en sciences politiques. Cela ne veut pas dire que vous maîtrisez votre langue. Vous pouvez être français. Vous êtes né en France, même si vous avez 70 ans et que vous parlez le français tous les jours. Cela ne veut pas dire que vous maîtrisez le français. Cela s'applique pour cela est valable pour toutes les langues. Donc, il faut respecter les traducteurs. Dans un contexte d'intelligence artificielle générative et neuronale, il faut respecter le traducteur. Ne pensez pas que parce que vous avez généré votre texte à travers Gemini ou ChatGPT ou DeepL, vous avez fait la traduction. C'est pas de la traduction là-bas. Ou bien parce que vous avez généré je ne sais quel contenu avec votre IA, c'est de la traduction. Il faut faire attention. Et même le traducteur devrait toujours se remettre en question. Il devrait toujours se poser la question de savoir qu'est-ce que, dans cette situation, qu'est-ce qu'on veut dire. Et cela est très important, que ce soit pour la traduction, que ce soit pour l'interprétation, que ce soit pour l'analyse du discours. Et ça, nous interpellons également les journalistes parce que pour commenter les propos d'un homme politique, il faut être capable de déterminer ce qu'il veut dire en contexte. Si vous vous limitez aux mots, à la surface, à ce que j'appelle surface énonciative, vous êtes à côté. Et donc, il faut comprendre que la traduction et la langue, en fait, ont un problème, c'est que dans un système, dans un contexte de multilinguisme et de bilinguisme, il y a ce problème de substrat linguistique et d'interférence qu'il faut combattre. Et la personne la mieux outillée pour combattre ce substrat linguistique et ces interférences linguistiques, c'est le traducteur, parce que tout bon traducteur est celui-là qui a mené des études en traduction. Et quand on parle de mener des études en traduction, ça veut dire que il a effectivement fait des études sur la linguistique contrastive qui est très essentielle pour comprendre les spécificités de la langue de départ et les spécificités de la langue d'arrivée. Je vous invite à laisser un commentaire après avoir regardé cette vidéo et je vous remercie pour le temps que vous consacrerez à regarder cette vidéo. Merci. Je suis Thomas Daquin Tabik Mavo, une fois de plus, enseignant traducteur et auteur de l'ouvrage de la sémantique à la traduction. Ouvrage disponible aux éditions Jet d'encre en France et sur le site internet d'Amazon.